Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver sur le podcast À côté de mes pompes pour le 105e épisode en cette semaine qui marque un petit peu la fin de l'année scolaire pour moi. Place aux examens pour celles et ceux qui m'écoutent en ce vendredi. Je serai de surveillance du brevet des collèges, de correction la semaine prochaine et ensuite clap de fin sur cette année scolaire 2021-2022. Clap de fin au niveau professionnel, mais bien évidemment pour moi, les mois de juillet et d'août sont des mois sportifs avec beaucoup moins de contraintes donc liées à mon activité d'enseignant et donc la possibilité de courir un petit peu plus, de faire du volume et je vais continuer à accrocher des dossards parce que même pendant les vacances, on arrive à trouver quelques petites courses. Il y en aura une en juillet à côté de la maison, celle au mois d'août sera dans le sable du côté de Saint-Brévin avec un 5 km où les mollets vont être mis à rude épreuve, passage sur la plage, sable dur, sable mou, des sous-bois, autant dire que le cardio va monter, mais ça fait du bien de travailler sur des terrains un petit peu différents. Ça fera peut-être l'objet d'un épisode. Comment courir différemment lorsque l'on part en vacances loin de la maison. C'est un moyen de découvrir de nouveaux environnements, de nouveaux terrains de jeu, de visiter également lorsqu'on se balade sur des sorties relativement longues. Donc dites-moi, où vous partez en vacances? Quand est-ce que vous partez en vacances? Est-ce que vous êtes plutôt juillettiste, haussien, ou est-ce que vous laissez passer le flot donc des estivants et vous préférez peut-être partir sur le mois de septembre? Dites-moi tout en commentaire et puis sur les réseaux, retrouvez-moi sur Facebook, Instagram, je suis à votre écoute. Alors mon invité du jour a une pratique un petit peu particulière puisqu'il est adepte du Strava Art. Strava Art, on retrouve Strava, on retrouve art, c'est tout simplement l'art de mêler une trace GPS avec du dessin. Autrement dit, mon invité est un artiste de la course à pied puisqu'à l'aide de sa montre GPS, d'une carte et d'un logiciel type Photoshop, il arrive à dessiner les contours d'un pays, d'un objet, d'un continent. Il s'est même offert, le jour de son anniversaire, le 4 mars 2021, une trace mémorable qui m'a fait le découvrir. Durant près de 4 heures, dans Paris, il a réalisé une sortie longue de 42 km, soit l'équivalent d'un marathon, sans jamais passer 2 fois au même endroit et en réalisant une boucle complète, excepté la Corse et les îles telles que l'île de Ré ou l'île de Léron. Au-delà de cette pratique anecdotique et ludique, Laurent est un coureur qui aime le bitume mais qui depuis quelques années se tourne de plus en plus vers le trail. Cet enregistrement a été réalisé à la veille de sa participation au marathon du Mont Blanc. Il était un petit peu hésitant, voire inquiet par rapport à la réalisation donc de cette course puisque son dernier trail s'était soldé par une grave entorse à la cheville lors d'un trail au Mont Ventoux. Dans cet épisode, Laurent revient sur la difficulté à concilier vie professionnelle, vie personnelle, puisqu'il est également papa de 4 garçons. Il insiste également sur d'autres facteurs qui sont importants à ses yeux, le sommeil, la nutrition, mais également le mental. Laurent est un homme de défi, vous l'avez bien compris. Il s'alignera en août prochain dans le cadre de l'UTMB sur la CCC, mais il ne veut pas brûler les étapes. Il est animé d'une grande sagesse et il sait que pour aller loin, il va lui falloir gagner en expérience sur ces trails de haute montagne. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurent Tillier-Duboulet, que je remercie au passage pour ce sympathique échange. Dans cet épisode consacré au Strava Art, mais également au running et au trail, c'est le sujet de l'épisode du jour du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir Laurent, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors je vais te laisser te présenter, mais tout d'abord, comment vas-tu dans tes montagnes du côté de Chamonix pour ce week-end choc pour toi? Oui, salut Sébastien. Merci d'abord d'avoir pensé à moi de m'inviter dans ton podcast. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi ce soir. Écoute, je vais bien. À un peu plus de 24 heures d'une course, ça fait du bien de se dire qu'on va raccrocher un dossard et de se relancer dans ces montagnes que je connais pas bien puisque on va en parler. Moi, je viens de région parisienne, donc Chamonix, je connais un petit peu pour être venu, mais voilà, j'ai un peu des étoiles dans les yeux ce soir après quelques heures passées ici et j'ai hâte maintenant de me
me lancer en effet sur cette course. Donc, quelle sera la course à laquelle tu vas participer donc dans quelques heures maintenant? Ouais, exactement. C'est le marathon du Mont Blanc, donc une course finalement assez connue qui propose différents formats de courses. Et moi, je participe au marathon, donc un format 42 km avec à peu près 2500 mètres de dénivelé positif. Et en effet, le départ est dimanche, là, ce dimanche, dernier week-end de juin, dimanche matin, un petit peu tôt. Alors, elle va se tenir parce que je crois que le 90 km, lui, a été annulé purement et simplement. Ouais, exactement. Aux grandes dames du coup de pas mal de coureurs, la direction a décidé d'annuler ce 90 km qui est vraiment le gros format de cette course pour des raisons de météo. En fait, la météo est un petit peu particulière avec des gros orages qui sont passés dans la région. Le départ devait être cette nuit, donc dans la nuit de jeudi à vendredi matin à 4 heures du matin. Et en fait, voilà, la direction de course a préféré prendre le maximum de précautions et donc a annulé la course le jeudi soir un peu tard, donc ce qui a fait grincer des dents un petit peu des coureurs, mais bon, on peut comprendre des raisons de sécurité. Alors, Chamonix n'est pas ton lieu d'habitation, tu es parisien. Je vais te laisser te présenter sur un format état civil. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Et puis ensuite, on va pouvoir aborder le côté sportif. Ouais, très bien. Et bien donc je m'appelle Laurent Tillet-Duboulet. Moi j'ai 38 ans. J'habite en effet en région parisienne. J'habite à Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Et je suis marié et j'ai quatre petits garçons qui ont entre 2 ans et 9 ans, bientôt 10 ans. Et je travaille à Paris. Je travaille dans une grande entreprise, un très grand moteur de recherche que beaucoup de gens utilisent généralement. Alors, je vois pas du tout, mais bon, je pense que les auditeurs auront calculé de quel moteur de recherche il s'agit. Comment tu en es amené, Laurent, à pratiquer le running? Est-ce que c'est naturel depuis ces 38 années ou est-ce que c'est venu un petit peu plus tard? Quel est ton passif de sportif? Ouais, écoute, il y a eu plusieurs phases quand j'y réfléchissais. Étant jeune, j'ai fait un petit peu comme beaucoup de gens des crosses du collège, des cours d'endurance, en tout cas de l'endurance au collège et au lycée. Et je me souviens en fait, mais je m'en suis souvenu il y a pas si longtemps que l'endurance à l'époque, faire des tours du stade, m'amusait et j'étais j'avais plutôt un bon niveau avec un bon souffle. Je pense à une condition cardiaque plutôt bonne, mais j'ai jamais poussé, j'ai jamais continué, poursuivi dans cette voie. J'ai plutôt pratiqué des sports collectifs, du foot notamment, pas mal, mais avec un niveau pas du tout assez correct pour pouvoir continuer et m'amuser. Et donc finalement j'ai arrêté, j'ai fait un peu de ping-pong pendant quelques années, de tennis. Et en fait la course à pied est revenue finalement il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 6-7 ans maintenant, où je me suis inscrit. Ma première course a été un peu par défi. Avec des copains, avec ma femme, ça a été les 20 km de Paris, qui représentait déjà 20 km pour moi une grosse distance puisque je faisais vraiment des footings et des joggings autour de mon pâté de maison. Et donc ça a été ma première course officielle. Et en fait, c'est une course que j'ai adorée, le parcours dans Paris, le fait d'avoir Paris pour nous et de courir sur les routes, et l'ambiance en fait qu'il y a eu, le fait d'aller chercher et franchir cette arche d'arrivée, toute l'ambiance de course, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc ça a été un peu un déclic pour moi, et donc j'ai commencé à essayer de m'entraîner un peu plus sérieusement, un peu plus régulièrement pour voir un petit peu en termes de niveau, en termes de niveau, où est-ce que je pouvais aller. Et puis je me suis inscrit à d'autres courses et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des 10 km, des semi-marathons. Il y a un premier gros défi qui a été un marathon, de se dire allez, je fais un premier marathon, qui a été à Paris. Et ensuite, il y a 2-3 ans, beaucoup d'amis m'ont commencé à me parler de trail en disant bon, le bitume c'est très bien, mais ça abîme les articulations, ça fait mal. Et puis la nature c'est quand même beau. Alors évidemment en région parisienne, on en reparlera, c'est pas forcément le meilleur coin pour faire du trail, mais il y a évidemment beaucoup de courses partout en France. Et donc je me suis dit allez, tentons le trail. Je me suis lancé sur un premier défi qui n'était pas une mince affaire, puisque mon premier trail a été la Saint-Élion, donc en fin d'année, un trail qui relie Saint-Étienne à Lyon de nuit, début décembre, donc souvent avec des conditions très difficiles. Et en fait, j'ai adoré, j'ai évidemment
galéré. Ça a été une course très dure pour moi, mais j'ai adoré l'ambiance et puis là, vraiment le dépassement de soi. C'est une grande composante pour moi dans la course à pied que je recherche. Le côté mental, le côté aller vraiment se dépasser. Et donc j'ai ressenti voilà un vrai dépassement de moi-même et une vraie fierté en allant franchir cette ligne d'arrivée. Et donc depuis voilà c'est quelque chose qui m'attire un peu plus. Je continue à faire des courses sur route, mais c'est vrai que le trail m'attire maintenant beaucoup plus. Alors sur ces 20 kilomètres de Paris, tu t'étais un petit peu entraîné ou tu le dis c'était un défi? Donc parfois au défi on y va un petit peu comme ça à l'improviste. Combien tu avais de temps devant toi pour préparer ces 20 kilomètres de Paris? Ouais, on s'était inscrit alors avec ma femme, on s'était inscrit assez tôt. On n'avait pas encore d'enfants du tout à l'époque, donc on avait un peu plus de temps pour s'entraîner. Donc il me semble qu'on avait eu une prépa plutôt sérieuse à faire quelques footings, quelques ouais, sorties par semaine, peut-être deux, trois sorties par semaine pendant peut-être deux, trois mois. Je me souviens plus bien, pour être franc, du chrono que j'avais fait, mais j'étais plutôt voilà, satisfait. Je pense qu'on était plutôt dans la moyenne des temps. Et en fait, à l'époque, on n'avait ouais, pas encore vraiment d'objectif de temps. L'idée, c'était de se dire, bah, on se présente sur une course, c'est un 20 km. Donc, voilà, je pense qu'en ne le préparant pas, on peut se retrouver vite mal au bout de, je sais pas, peut-être 5, 10 km. Et donc là, on voulait être un petit peu plus en capacité d'aller au bout de la course sans trop de galère. Donc ensuite il y a eu cette bascule sur marathon. C'était dans la lignée des courses parisiennes auxquelles on peut participer et prendre part. Ouais, exactement. En fait, habitant donc en région parisienne, bah, on est un peu peigné par ces grands rendez-vous de l'année, le marathon de Paris. Il y a le semi-marathon de Paris en général un mois avant. Il y a quelques 10 kilomètres de Paris Centre, alors qu'ils sont maintenant détenus par telle ou telle marque. Mais du coup, voilà, le marathon, évidemment, c'est une distance un petit peu mythique et donc toujours un peu dans cet esprit d'aller bah, chercher un peu le défi d'après, alors sans forcément aller toujours dans la distance d'après, mais en tout cas de se dire voilà, je vais me lancer un gros défi. Je me suis inscrit donc ce premier marathon de Paris qui était en 2017 pour moi. Je m'étais plutôt bien préparé, enfin il me semblait que je m'étais bien préparé. Euh, et donc ce premier marathon, j'ai fait 4h01 minutes. Ce qui était Donc là, tu visais 4 heures. Tu visais la barre des 4 heures. Exactement. Et à une minute près, là, tu te dis... Je visais 4 heures. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que je pense, avec le recul, donc en analysant après ma course, c'est que ma prépa, à mon avis, a pas été non plus si solide que ça. Et j'ai pas fait, à mon avis, assez de sorties longues. Enfin, voilà, je me suis pas conditionné sur des sorties plus longues et n'ayant évidemment jamais fait la distance d'un marathon. Et donc, j'ai vraiment vécu un mur, alors pourtant sans en avoir la vraie sensation, parce que j'ai quand même eu de la force, de la puissance, voilà, même un peu au bout de la course, mais à partir du 30e, j'ai vraiment réduit mon allure. J'avais l'impression de presque de tomber, enfin que j'allais tomber dans les pommes. Je me sentais vraiment pas très bien. Et donc voilà, ça m'a forcément ralenti. Et donc cette fin de course a été vraiment ouais, difficile. Et en effet, en franchissant la ligne et puis en voyant mon résultat final 4h01, forcément, bah, ça titille, voilà, ça titille un peu l'ego et on se dit bon bah une minute près, c'est pas possible. Il faut que j'aille chercher une prochaine fois ce chrono. Et donc j'ai pris rendez-vous pour une future pour une revanche finalement avec ce marathon de Paris en me disant bon j'habite pas loin, je peux me préparer, c'est une première expérience et donc je ferai mieux la prochaine fois. Elle est venue assez rapidement cette revanche ou elle n'est pas encore arrivée? Alors elle est venue assez rapidement. Ce qui s'est passé, c'est que elle a été, je dirais, encore plus attendue dans le sens où je me suis dit, bon, bah, l'année prochaine, 2018, je reviens et je ferai mieux, je me préparerai mieux. J'ai commencé à me préparer de manière donc intense bah, début d'année 2018. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un mois avant le marathon, qui était, je pense, début avril, donc peut-être début mars, j'ai eu un accident de scooter dans Paris. Pas extrêmement grave, mais suffisamment quand même pour me casser le pied gauche dans le choc. En fait, je suis rentré dans un autre scooter qui m'a grillé la priorité. Donc, on s'est rentré dedans en perpendiculaire assez vite. Et donc, j'ai eu le pied gauche avec 5-6 fractures. Enfin, quand même, voilà, un peu moche. Et donc, évidemment, il est hors de question que je puisse courir. Donc, je n'ai pas pu participer à ce marathon en 2018. Et donc, bah, j'ai eu
presque encore plus de rage et d'envie de revenir l'année d'après. Donc, je me suis inscrit en 2019. Cette fois-ci, j'ai eu une préparation vraiment presque encore plus sérieuse, je pense, que celle de 2018, en me disant, voilà, c'est mon année, c'est ma revanche. Je me suis souvenu des sensations de 2017 et donc j'ai pris ce départ avec ouais, la sensation d'avoir presque grandi dans mon état d'esprit, dans mon envie, et ça s'est clairement ressenti sur le chrono puisque je suis passé de 4h01 à 3h19. Et donc voilà, un chrono que franchement auquel je m'attendais vraiment pas. Donc j'étais extrêmement content, et en fait en arrivant avec ces 3h19, j'avais même plus trop la sensation de me dire il va falloir aller chercher voilà, l'étape d'après, parce que maintenant avec un peu de recul, l'étape d'après pour moi ce serait peut-être un sub 3 heures, donc arriver à faire moins de 3 heures, mais ce qui voilà, me paraît quand même encore une fois enfin ouais, là je pense que la marche est encore plus haute, et donc pour l'instant j'ai pas planifié cette prochaine étape en tout cas sur marathon. Comment tu planifies justement ton entraînement? Est-ce que tu es un autodidacte ou est-ce que tu es accompagné, tu fais partie d'un club? Comment tu organises tes séances d'entraînement et ces objectifs que tu as pu mener jusqu'à présent, que ce soit les 20 km de Paris, le marathon ou la Saint-Élion, ou encore aujourd'hui à quelques heures de ce marathon, cette fois-ci en trail autour du Mont Blanc? Ouais. Alors, en termes je dirais d'objectifs de course, je fais ça plus ou moins au feeling ou selon les opportunités, ou voilà, selon les discussions que je peux avoir avec des amis qui font des courses, etc. Donc, j'ai pas un calendrier, et puis je pense que j'ai un niveau qui reste quand même extrêmement modeste. Donc, voilà, je planifie pas forcément extrêmement à l'avance les courses. Au niveau de l'entraînement, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir quelque chose d'assez calé, d'assez planifié, d'avoir des séances type. Moi, j'ai un peu de mal si je n'avais rien à partir et à me dire, là, je vais faire juste un footing, là, je vais faire du fractionnel, là, je vais, voilà, ça correspond, je pense, évidemment à d'autres coureurs. Moi, j'ai besoin d'avoir d'avoir quelque chose en tête et d'avoir un programme précis. Donc, j'ai essayé plusieurs solutions, des programmes que j'ai trouvés sur Internet, des programmes qu'on m'a donnés ou autres. Là, je suis sur une application, je ne sais pas si je peux la citer, mais Il y a un petit logo vert et il y a un petit Motion logo Coach. vert, exactement. Un clin d'œil à Guillaume et Romain. Exactement, un clin d'œil à Guillaume et Romain. Donc voilà, je suis sur l'application depuis pas mal de temps maintenant parce que je la trouve top. Le fait que ça soit personnalisé, enfin voilà, ça me correspond vraiment bien. Et j'ai fait les quelques courses que j'ai faites avec eux se sont vraiment bien passées. J'ai trouvé qu'on était bien préparés. Donc voilà, maintenant Tu as choisi quel coach sur l'application RunMotion? Alors j'ai choisi, je crois, Joy, qui est le coach plutôt sympa, qui t'encourage. J'avais testé le Philippe, non, il me semble, le coach un peu plus méchant, celui qui est un petit peu plus un peu plus costaud, on va dire. C'est ça. Et voilà, et là je suis sur Joy, qui est très sympa, donc ouais, ça me va bien. Et donc ça me permet voilà, je trouve aussi de m'améliorer tout en étant maître entre guillemets de ton entraînement, et donc de pouvoir adapter s'il y a des choses selon les semaines ou selon ton état de forme. Alors tu le disais, être papa de 4 enfants en bas âge, avec un emploi du temps, je pense, relativement chargé professionnellement. Comment tu adaptes justement tes semaines? De quoi elles se composent en termes de courses? Est-ce que tu cours plutôt le matin, plutôt sur une pause déjeuner? Comment tu mènes ton entraînement? Ouais, c'est une très bon sujet. En effet, quatre jeunes enfants, ça occupe, et j'ai toujours voilà, je garde en tête d'avoir cette priorité quand même tournée vers la famille, c'est hyper important. Et donc en général, alors moi je suis plutôt du matin, donc ça me dérange pas du tout de me lever parfois. Alors ça c'est pas non plus extrêmement souvent, mais si je dois me lever à 5h, 5h30 pour aller faire 1 heure et puis revenir quand tout le monde se lève et enchaîner sur le petit déj et la journée, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Ça me permet de me coucher tôt le soir en plus, et donc c'est plutôt cool. Et j'ai tendance maintenant à plutôt favoriser les pauses déjeuner. J'ai pas mal de flexibilité dans mon travail, donc je peux faire du télétravail et voilà, alterner dans la semaine. Et donc en fait, selon mon planning de la semaine, les jours où je vais être en télétravail, j'essaye de favoriser voilà,
prendre une pause déjeuner beaucoup plus courte ou voir devant mon bureau au retour de ma course et donc d'avoir ce temps de faire une sortie ou encore une fois voilà tôt le matin ou juste après avoir déposé les enfants à l'école et on a juste avant de commencer ma journée de travail. Voilà, j'ai cette chance, je pense, de pouvoir être un petit peu flexible en termes d'emploi du temps et donc ça me permet selon les phases, si je prépare une course ou pas, de pouvoir faire, on va dire en très grande fourchette, 3 à 5 sorties par semaine, sans trop de difficultés. Le scooter, tu as gardé ce moyen de déplacement ou t'es passé sur quelque chose de plus doux comme le vélo pour faire peut-être de l'entraînement croisé? Ouais, exactement. Le scooter, j'avoue qu'après l'accident avec l'appui plus que fort et recommandé par ma femme, j'ai revendu mon scooter et voilà, je me suis dit que c'était quand même un petit signal d'alarme ou un petit signe en fait que voilà que c'était quand même extrêmement dangereux, surtout à Paris, en région parisienne. Et en effet, maintenant je fais beaucoup plus de vélo, ce qui me va très bien. Je vais parfois au bureau en vélo ou voilà, ça me permet en effet de compléter l'entraînement de course, ce qui est pas plus mal. Alors, pour se préparer à une course en région parisienne, si c'est du bitume, on va dire que c'est assez simple. Là, tu as basculé depuis donc quelques années sur le trail. Comment on s'entraîne à Paris? Je l'ai déjà posé à d'autres invités, mais j'aimerais avoir ta vision des choses. Comment on peut trouver du dénivelé et se préparer dans de bonnes conditions pour ses objectifs en nature? Alors, je pense, je sais pas s'il y aura en effet peut-être d'autres avis. Moi, je pense qu'en habitant en région parisienne, de toute façon, il sera compliqué de se préparer de manière optimale à un trail, parce que bah, même si en effet, je vais t'en parler, on peut trouver un peu de dénivelé. Clairement, on est quand même loin des conditions des personnes qui habitent à Annecy, à Chamonix ou même voilà dans d'autres montagnes. Moi, j'essaye de me débrouiller, de trouver quelques rues qui sont un peu pentues, d'aller un peu à Montmartre ou d'aller derrière dans mon coin près de Colombes dans le 92. Derrière, il y a quelques buttes, des parcs avec des buttes. Quand j'en parle à quelques amis qui habitent justement dans les montagnes, bon, ils se moquent de moi à chaque fois puisque quand je trouve des pentes et des rues avec entre je sais pas 20 et 80 mètres de dénivelé, moi ça me paraît être voilà un bon endroit. Eux, ça les fait voilà doucement rigoler. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé des petits endroits. Ça me fait faire un peu le hamster forcément, mais c'est la clé pour ouais, se préparer quand même un minimum à ce dénivelé positif ou négatif. Et puis, bah, j'ai accentué le renforcement parce que j'en faisais quasiment pas en fait avant. Je pense qu'en termes de pareil de blessures, on en reparlera, mais ça a forcément un impact. Et donc j'ai également ouais, renforcé accéléré le renforcement pour essayer d'être prêt à ces contraintes de dénivelé positif négatif. Alors après, il y a des trailers quand même qui sont de région parisienne et qui performent. Je pense à Aurélien Collet, qui habite du côté de Bouffémont avec la Maxi Cross, où là, il y a quand même, bon, en bouclant, hein, comme tu dis, c'est, je pense, des côtes qui sont relativement raides, mais très peu longues. Et puis, Casquette Verte, Alexandre Boucher, ou encore Guillaume Artus, que j'ai reçu dans le podcast et qui est venu donc présenter son film. Ce sont des purs produits parisiens et qui arrivent quand même à performer. Donc, on a un contre-exemple finalement, mais de nature, c'est vrai que c'est pas là où tu vas trouver le plus de pente et le terrain, hein, ce qu'on disait en off, le pied a quand même cette habitude du relief quand on est en montagne, ce qu'on ne peut pas forcément avoir dans la région parisienne. Ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai que pour suivre un petit peu quelques-uns là des noms que tu as cités, après on voit qu'il y a aussi la régularité et le volume de sorties. Alors il y a certains extrêmes. Je parlais d'Alexandre Casquette Verte qui est peut-être un bon extrême puisqu'on voit qu'il a un volume de sortie extrêmement fort. Mais voilà, ça passe aussi par là. Moi je pense plus tu as le temps. Alors il faut trouver le temps, mais plus tu as le temps de faire du volume et donc forcément un peu plus de dénivelé, mieux aussi t'es préparé et t'es en bonne condition pour des trails. Alors, tu disais tout à l'heure avoir besoin d'être avec un entraînement calé, calibré pour savoir ce que tu as à faire. Est-ce que, si on va un petit peu plus loin, tu as besoin d'un objectif pour sortir courir? Une compétition, un dossard en vue? Pas forcément, non. Ça, c'est quelque chose qui me bloque pas, qui me gêne pas. En fait, j'ai aussi quand même
un attrait, un goût pour la course à pied de manière générale. Je me sens bien en ayant couru. Voilà, je sais que ça fait partie aussi de mon équilibre et c'est vraiment une passion pour moi la course à pied. Donc c'est un plus et je visualise l'objectif, je visualise la course quand je m'entraîne pour ça et donc forcément il y a peut-être un petit peu plus de motivation dans l'effort en tout cas, mais je garde quasiment la même régularité. En tout cas, j'essaye tout au long de l'année sans forcément de course au bout, quoi. Alors, à la croisée des chemins entre la route et le trail, vers quoi tu penches aujourd'hui? Plutôt trail, un peu moins de route? C'est ça ton planning justement pour durer dans les prochaines années? Ouais, c'est une bonne question. Pour l'instant, jusque-là, en fait, même dernièrement, tu vois, cette année, j'ai refait le marathon de Paris avec un ami. Alors, pas en mode lièvre, puisqu'il avait un niveau suffisant pour pas que je sois son lièvre, mais l'idée, c'était de le faire ensemble avec son objectif de temps qui était de 3h45 ou 3h40, qui était quand même un bon objectif. Et donc, voilà, j'étais hyper content de faire ça avec lui. Il m'avait aidé en 2019 en fait à finir sur les 10 derniers kilomètres. Voilà, il m'avait vraiment pour le coup tiré. Donc ça a été une bonne expérience. Donc je continue à aimer, à apprécier les rendez-vous de course sur route, mais je pense que c'est aussi lié plutôt au physique avec des blessures là, que j'ai eues. On en reparlera, mais qui m'ont fait prendre conscience ou en tout cas m'ont fait dire il fallait quand même que je me préserve et donc aller plus courir sur des terrains peut-être un peu plus doux, un peu plus meuble en forêt ou voilà sur des sentiers. Même si parfois le trail il y a beaucoup de cailloux, ça a été le cas justement sur le trail du Ventoux, mais voilà, je suis plus attiré en tout cas maintenant. Je suis dans une période où le trail m'attire plus en tout cas. Alors, comment est survenue cette blessure à la cheville? Donc, ça faisait suite à cet accident donc avec le scooter. Est-ce que c'était la même jambe ou est-ce que les deux ont été finalement servis? Ouais, exactement. Il y en a eu pour tout le monde. Scooter, c'était la jambe, donc le pied gauche, et grosse blessure en effet en 2021, donc l'année dernière, sur le trail du Ventoux qui a lieu début juin. Quasiment le même format que ce marathon du Mont Blanc, il me semble, peut-être un peu plus long, 48 km, je crois. Première fois que j'allais dans cette région et donc sur ce mont Ventoux. J'avais eu quelques briefings de copains avant qui m'avaient dit voilà, tu verras, il y a des pierriers. Alors je savais même pas trop exactement à quoi m'attendre, ce que c'était. J'imaginais des pierres évidemment. Et j'ai été en effet bien servi par des passages entiers avec des pierres de toute taille, de toute forme. Et donc, tu en parlais tout à l'heure, le Parisien, je pense, a une aptitude moins forte peut-être à savoir où et quand poser son pied. En tout cas, on a besoin peut-être de plus de concentration. Et donc, vers la fin de la course, il restait quand même une vingtaine de kilomètres. J'ai mon pied droit cette fois-ci, donc l'autre pied, qui est complètement parti vers l'extérieur sur une pierre avec un mauvais appui, une déconcentration passagère. Et donc mon pied est complètement parti vers l'extérieur. J'ai entendu ou senti, je me souviens pas bien, un gros craquement. Première fois que ça m'arrivait, avec une vive douleur sur le cou. Donc je me suis complètement arrêté. J'ai crié très fort. Et la douleur en fait est assez vite partie finalement, donc j'ai été un petit peu interloqué. Des coureurs en passant m'ont dit ça sent l'entorse. J'en avais jamais eu, je savais pas trop ce que c'était. J'ai attendu là 5 minutes et puis en fait au bout de 5 minutes je me suis aperçu que je pouvais remarcher en mettant bien le pied bien à plat, bien droit, puis retrottiner. J'étais au milieu de la pampa, au milieu du Ventoux, il me restait 20 kilomètres et donc je me suis dit de toute façon il faut que tu finisses, il faut que tu rentres à Paris. J'ai eu cette espèce de pensée un peu bête à ce moment-là, il faut que tu prennes ton TGV, que tu rentres à Paris de toute façon, donc vas-y. Et donc j'ai terminé la course qui était peut-être pas l'idéal, avec ce pied qui en le posant à peu près droit, avec parfois des petites relances de douleur. Et c'est en fait après coup, même longtemps après, puisque en arrivant, j'avais toujours pas mal, donc je suis reparti pour prendre mon TGV. Et dans le TGV, là, j'ai commencé à sentir comme si mon pied allait un peu exploser dans ma chaussure. Et arrivé à Paris, en regardant dans ma chaussette, je me suis aperçu que mon pied avait quasiment doublé de volume et qu'il commençait à devenir un petit peu violet. Et donc après, j'ai appris que c'était en effet une entorse lourde avec quasiment un arrachement des ligaments, un arrachement osseux qui expliquait le crack. Et donc ça m'a empêché de courir pendant quelques mois l'été 2021.
Alors, quel a été l'accueil de ton épouse en te voyant revenir avec cette belle blessure? Elle a dit plus jamais de trail, c'est Voilà, en fini? fait, elle a été partagée, ce que je peux comprendre évidemment, elle a été partagée entre la colère parce que en me disant que je m'étais évidemment mis en danger, que voilà partir faire des courses si c'est pour revenir comme ça, bon, et puis bah la déception pour moi et un petit peu de pitié en quelque sorte, mais voilà, elle avait passé elle un week-end entier à gérer les enfants et donc moi je suis rentré et pendant un mois j'ai porté une botte de marche et donc j'ai été forcément handicapé aussi à la maison. Enfin, Un cinquième enfant? ça entraînait, ouais, quasiment, ça entraînait pas mal de complications et donc bon, pas top pour la famille. Et tu parlais de mental, Laurent, tout à l'heure. Comment tu as vécu ces deux arrêts entre cet accident de scooter et cette blessure survenue cette fois-ci en course? Comment tu les as appréhendés et quelle a été celle la plus difficile à gérer finalement? Je dirais que c'est la dernière, en fait, la première. J'ai eu une grosse déception parce que bah, ce deuxième marathon, comme je te le disais, j'attendais ma revanche sur mon chrono et donc voilà, je m'étais préparé, donc ça a été une déception de me dire bon bah ça sera pas pour cette année, mais aussi en fait j'ai contrebalancé par le fait que bah, cet accident de scooter aurait pu être quand même beaucoup plus grave et donc voilà, j'ai vite relativisé, donc je dirais que ça a été quand même globalement. Et ce qui, je pense, m'a aussi permis de me motiver pour me dire, ok, tu vas vite t'en remettre et tu vas bosser pour que ton pied aille mieux et que tu puisses recourir. L'année dernière, sur le moment tout, ça a été un peu plus compliqué, je dirais, parce que en fait j'avais un dossard, j'avais mon objectif principal dont je rêvais depuis pas mal d'années, qui était de participer à la CCC, qui est une des courses du Mont Blanc, qui est une des courses de l'Ultra Trail du Mont Blanc, pardon, fin août, également à Chamonix. Et donc je suis allé à mon premier rendez-vous chez j'ai un chirurgien podologue ou chirurgien ouais, orthopédique et qui voilà m'a annoncé alors que c'était début juin qui m'a dit ah non mais la course c'est fin août, vous pouvez oublier, c'est même pas la peine, etc. Et donc je me souviens vraiment là d'une vraie déception parce que bah, cette CCC me passait sous le nez. Heureusement j'ai pu obtenir un report du dossard de la CCC pour raison médicale, ce qui m'a voilà redonné un peu de sourire quand même, mais ça a été quand même un peu plus compliqué à, à, à digérer. Et donc, c'est à ce moment-là que tu t'es dit, il faut que j'intègre absolument du renforcement musculaire pour solidifier le pied droit et le pied gauche. Les deux en même temps, là. Ouais, exactement. Ça a été ouais, non seulement de me dire en effet il faut que je fasse plus de renforcement, il faut que je fasse plus attention aussi à moi parce que je me suis dit voilà je reste un coureur très amateur avec un niveau encore une fois très moyen et donc se blesser comme ça finalement c'est quand même pas bon de manière globale et donc il faut que ouais je sois un peu plus à l'écoute de mon corps, que je pousse un peu moins que je me pousse moi-même un peu moins, tu vois, dans les courses. L'idée, c'est aussi de profiter de cette pratique et, euh, et de pas, tu vois, d'en faire plus que ce que mon niveau en fait voilà peut me permettre de faire, donc ouais, ça aide aussi à prendre du recul et à se dire en effet qu'il faut plus faire attention, plus être à l'écoute de son corps et mieux l'aider aussi, donc en faisant plus de renforcement en effet. Alors, entre 2019 et 2021, on a eu un phénomène mondial avec cette pandémie. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que Parisien? Parce que bon, ça va nous conduire sur un de tes défis off qui m'a fait te connaître, donc à l'occasion de cet événement dont on va parler. Le Covid, quand on est Parisien, est-ce que ça a été facile à gérer? Et alors, je dirais que globalement non. Au début, moi, j'ai été assez frustré. Alors, j'imagine comme tout le monde, mais par bah, les restrictions, par les confinements, les premiers confinements en tout cas, où je me souviens qu'on était bah, vraiment chez nous avec une sorte de peur, donc on n'osait même pas sortir, etc. On avait la chance nous d'habiter dans une maison avec du coup un jardin, donc je pouvais faire des allers-retours, mais c'était plus de la marche pour s'aérer qu'autre chose. J'ai tenté
sous les moqueries de ma femme, de faire une sorte de tour dans notre maison, mais qui doit faire, je sais pas, 20 mètres autour du salon. Et puis j'ai vite abandonné parce qu'en fait, voilà, ça rime à rien et en plus, j'avais aucun effet derrière. Donc voilà, les premiers mois ont quand même été compliqués. Et puis après, au fur et à mesure, le fait de pouvoir sortir, il y avait quoi, 1 kilomètre ou 1 heure, quelque chose comme ça. J'ai pris ça un peu comme un jeu et donc ça allait mieux. Voilà, j'étais content de faire mon kilomètre pendant 1 heure, même si c'était un tout petit tour. Donc ouais, après ça allait mieux et pour faire un petit peu la transition, ça permet aussi peut-être d'essayer de trouver un peu des idées pour sortir justement de cette morosité, de cette ambiance un petit peu spécifique. Et donc voilà, encore une fois, étant passionné par la course à pied, je me suis dit trouve des idées pour que ça devienne un peu ludique et que tu oublies le côté un peu restrictif et que tu t'en amuses et que du coup ça fasse un peu même bref, ouais, donner aussi une bonne image et peut-être des pensées positives autour de toi. Et donc c'est là que t'es venue l'idée de dessiner des formes, des objets, des pays, donc avec ta petite montre et ton GPS. Explique-nous comment cette idée a germé dans ton esprit. Ouais, alors, en fait, c'est une démarche ou je sais pas comment dire, un art, enfin, en tout cas une pratique qui est quand même assez répandue, pas forcément très connue, mais que j'avais déjà vu passer ici ou là. Il y a même un compte Instagram qui ne relaie que ça, donc du GPS drawing ou du Stravart. Enfin, il y a plusieurs noms pour en effet expliquer cette pratique qui consiste en effet à partir courir donc avec une montre GPS ou un téléphone et en fait le tracé de sa course, comme tu dis, dessine au final une forme, un pays, tout ce qu'on veut. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose moi qui m'amusait. J'en avais jamais trop fait, ou alors de manière un peu inconsciente selon les tracés. Et là, je me suis dit ok, on est limité dans nos déplacements. Pourquoi pas faire une carte, faire quelque chose assez vite, un peu par hasard, mais m'est venue l'idée des cartes de pays parce que je trouvais ça sympa. Ça faisait voyager en fait. Je me disais ok, je peux pas partir très loin de chez moi, mais voyageons et donc dessinons des cartes. Et donc j'avais vu que une personne il y a quelques années avait fait un tracé, alors plus petit, mais une carte dans Paris. Et je me suis dit ok, on est restreint là, on peut pas voyager, on peut pas partir, faire des courses en France notamment. La France c'est un super pays pour faire des courses, il y a des paysages magnifiques. Et du coup voilà, l'idée est apparue un peu comme ça, par un éclair d'imagination, de me dire voyage en France et donc fais la carte de France à Paris. Et donc j'ai commencé en fait au début sans idée de taille de parcours, de distance, de me dire voilà, prends donc j'ai pris Photoshop, j'ai pris un calque de la carte de France et en mettant ce calque du contour de la France dans Photoshop où j'avais mis un plan de Paris hyper détaillé, j'ai essayé différentes tailles, essayé de caler sur les ponts puisque il y a la Seine à traverser et en fait j'ai eu vraiment, je pense, pas mal de chance puisque assez vite je suis arrivé sur un tracé qui me paraissait assez gros dans Paris, qui passait pile sur les ponts et à première vue d'œil qui passait plutôt dans des rues, pas au milieu de l'Élysée ou au milieu du l'Arc de Triomphe ou autre. Et donc j'ai tracé avec un logiciel spécialisé ce contour pour voir quelle distance ça faisait. Et je suis arrivé là aussi, à mon avis, par chance, sur 41,5, je crois, ou 41,8 kilomètres. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est magnifique. Tu vas avoir la carte de France et en plus, tu vas faire ça sur un format marathon, euh, off, évidemment. Donc, c'est top. Et en fait, j'avais fait cette préparation quelques semaines avant mon anniversaire qui tombe début mars. Et donc, je me suis dit, voilà, ça va être tu vas faire 3 en 1, la carte de France, le format marathon, et tu vas t'offrir ça entre guillemets. Alors des copains m'ont dit sacré cadeau de partir faire un marathon dans Paris comme ça, mais tu vas faire ça le jour de ton anniversaire. Et donc j'ai organisé en effet ça, de faire ça le matin de mon anniversaire, sans aucun objectif à la base tu vois, de relais ou de communication spéciale. Je m'étais juste dit moi je le relayerai et puis je pense que ça amusera les gens et donc si ça peut encore une fois donner un peu des sourires et voilà et faire marrer les gens, tant mieux. Et en fait il y a eu
un peu des concours de circonstances et un peu grâce aux réseaux sociaux. Il y a Au moteur de recherche peut-être? peut-être aussi au moteur de recherche, en effet. Il y a eu pas mal de relais en fait qui ont commencé et voilà, et les relais, les médias, je pense, se regardent un petit peu aussi entre eux et donc finalement ça a bien pris et donc ça voilà, je pense bien amuser les gens. Moi, ça m'a vraiment fait marrer de faire ça cette matinée-là. C'était pas facile, mais au final le rendu est vraiment sympa et je trouve que c'est assez réaliste, c'est top. De quel point symbolique tu es parti? Tu avais décidé d'ancrer ton départ? Eh ben, je suis parti. Alors, j'avais pas calculé spécialement. Enfin, je suis parti de Normandie, en l'occurrence, de quasiment Deauville, si on fait par rapport à la carte de France, qui était positionnée pas très loin de Saint-Lazare, au métro Rome, près de la gare Saint-Lazare, ce qui m'arrangeait puisque moi j'arrive à la gare Saint-Lazare et on a des attaches familiales en Normandie, donc voilà, c'était un peu le clin d'œil. Et je suis parti après dans le sens vers la Bretagne, puis la côte Aquitaine, les Landes, etc. pour continuer après. Tu as senti du dénivelé en arrivant dans les Alpes et un peu plus de chaleur dans le sud de Paris cette fois-ci? Alors non, c'était pas forcément coordonné puisque j'ai senti du dénivelé plutôt dans l'est et après dans le nord puisque j'arrivais au but de Chaumont notamment, ce qui était plutôt vers la fin du parcours en plus, donc ça s'est un petit peu corsé. Toute la région du nord a été ouais, un peu plus compliqué en effet. Et combien de temps, concrètement, ça t'a pris de calquer cette carte parisienne sur ce tracé GPS? Et après, comment tu l'as rentré dans ta montre? Comment tu as pu suivre finalement ce tracé? Parce que là, ça m'intrigue de pouvoir vraiment avoir un tracé. J'invite les auditeurs à aller voir la carte sur ton feed Instagram. On a vraiment le découpage, les côtes, que ce soit la Normandie, que ce soit le relief, enfin pas le relief, mais le tracé avec les frontières, que ce soit en Espagne ou en Italie. Tout est détaillé. Donc là, c'était vraiment, comme tu le dis, un concours de circonstances, la chance que le tracé vienne vraiment se positionner sur des rues, sur des parcs peut-être, pour que tu puisses y passer. Ouais, vraiment. Enfin, je l'explique même pas forcément. J'avais pris un fond de carte de la France le plus détaillé possible à la base, en vraiment en HD, avec comme tu dis vraiment en Bretagne, tu vois presque les petites îles, etc., les petits contours de la côte. Euh, et après dans Paris, ouais, je pense eu beaucoup de chance. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné moi à la main ce contour de la France en suivant du coup forcément les rues de Paris, donc en essayant d'être le plus fidèle possible. Je me souviens pas avoir eu de blocage, tu vois, en effet de parcs ou d'immeubles qui tombaient au milieu. Il y en a peut-être eu ouais, un ou deux, mais rien de bloquant. Et en fait, après, en enlevant du coup le calque du fond de carte, c'est là où je me suis dit, bah oui, en effet, c'est quand même hyper réaliste et ça passe dans des rues. Donc ça a été la première étape de me dire, bah voilà, mon tracé, je pense qu'il est vraiment bien. Voilà, il y aura pas de problème. Et ensuite, pour le mettre sur ma montre, ça a été pas mal de discussions un peu compliquées parce que j'ai commencé par le mettre sur ma montre et en faisant un petit test quelques jours avant dans Paris une toute petite portion, je me suis rendu compte qu'en fait ma montre dans les rues de Paris avec les immeubles était pas assez réactive et donc me disait de tourner à droite ou à gauche trop tard ou voilà me faisait perdre du temps et donc finalement j'ai mis mon tracé sur mon téléphone en dur. Donc j'avais le point GPS qu'on voit tous quand on se met sur l'application plan ou map de son téléphone. Et par contre, j'ai dû suivre à la main, donc ça a été vraiment ouais, contraignant ce côté-là. J'ai dû suivre à la main en scrollant au fur et à mesure avec mes doigts sur mon écran, où est-ce que j'en étais moi par rapport à mon tracé, et suivre comme ça un peu voilà, pas à pas dans les rues en courant. Alors, en combien de temps, finalement, tu as réalisé ce marathon, ce Tour de France au cœur même de la belle ville de Paris? Et j'ai mis, je crois, 4h16. Sachant que, évidemment, il faut imaginer que j'ai traversé je ne sais pas combien de dizaines de passages cloutés, voire les Champs-Élysées, par exemple, qui tombaient un peu en Bretagne. Enfin, c'était l'avenue de la Grande Armée, précisément. Je l'ai traversé quasiment en biais, donc je me souviens de courir assez vite parce que il y a des voitures qui passent dans tous les sens. Et donc ça a été le point un peu compliqué, c'est que j'étais
ouais, très souvent arrêté, des feux, etc. Et donc voilà, 4h16, je trouve que voilà, j'étais plutôt content parce que avec tous les stops que j'ai dû avoir, c'était pas facile. Donc ça reste un très beau cadeau d'anniversaire. Le plus beau peut-être? Bah franchement, ouais, c'était en tout cas le cadeau le plus original, je pense que, en tout cas que je me suis fait. Et ouais, j'en garde vraiment ouais un super souvenir parce que bah évidemment ma famille, mes amis m'ont suivi de près et m'ont encouragé. J'ai essayé de faire un peu de suivi sur en effet mon compte Instagram. Donc voilà, je sentais un peu derrière une effervescence là-dessus parce que bah, c'est vrai que c'était un défi assez original, insolite et donc même pour des copains ou de la famille qui sont pas du tout coureurs, voilà, il y avait un attrait pour ce défi parce qu'ils le comprenaient dans le sens se tracer en fait les amuser quoi. Parce que j'ai déjà vu des personnes qui affichaient des dessins sur leur donc profil Strava, mais de là à avoir une précision telle que tu l'as eu pour la carte de France, ça c'était du jamais vu. Et ça m'avait interloqué au moment où j'avais vu passer cette info. Il y a eu du travail et voilà, la question était posée sur la réalisation, comment tu t'y étais pris et la difficulté de courir avec un téléphone à la main, comme tu le dis dans les rues de Paris, ça devait pas être très très simple. Mais finalement avec un temps au marathon quasi identique à ton premier réalisé en 4h01. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu, alors je sais plus si c'est Strava qui permet de voir ça, le temps hors pause, ou je sais plus comment ils appellent ça, qui était en effet de, je sais plus, 3h50 ou 3h, ouais, 45. Donc non, franchement, ouais, j'étais bien content. Et Donc c'était pas là pour faire du tourisme dans la ville de Paris. bah en fait, je m'étais dit, bon, c'est très sympa, c'est le jour de mon anniversaire, j'étais parti le matin, je sais plus, vers 8h. Si je peux éviter de passer ma journée entière, même si le défi m'amusait, et de profiter quand même un peu de cette journée, sachant que je savais que j'allais arriver quand même, mine de rien, après une distance comme ça, même si c'est un défi off, tout seul, bah, je suis arrivé quand même avec les jambes en coton, et donc j'ai eu besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Donc voilà, je voulais quand même essayer d'avoir un rythme assez soutenu pour pas y passer la journée entière, quoi. Et la particularité, c'est que le tracé ne repasse pas 2 fois au même endroit et ça fait une boucle vraiment fermée. Donc, tant pis pour les Corses, là tu les as mis de côté. Exactement. Est-ce Et que ça t'a pour valu quelques remarques? ah bah oui, oui, j'ai eu des remarques sur les corps, j'ai même eu des remarques sur les dom-toms, mais là, il aurait fallu que je parte à Nantes ou je sais pas où pour faire les îles. Donc oui, non, l'idée c'était en effet la Corse. J'ai hésité à faire un trait et voilà, à voir la Corse, mais bon, l'idée c'était de voir la France métropolitaine. Je suis pas rentré dans le détail précis, mais ça m'a quand même du coup avec les remarques, bah, il manque la Corse, et ben ça m'a fait tilté en me disant bah bon, en effet il manque la Corse, mais bah, du coup je pourrais refaire d'autres cartes, et c'est ce qui du coup m'a donné l'idée après pour d'autres tracés pour la suite. Tu en as fait d'autres depuis des tracés comme celui-ci? Moi j'en ai vu quelques-uns, mais je vais te laisser les évoquer. Ouais, bah, du coup, je suis resté dans cette thématique de pays en me disant, bah, en regardant en fait un planisphère après la carte de France, en me disant, bah, est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? Je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de pays dans le monde qui ont vraiment des formes bah, extrêmement que tout le monde connaît sans forcément même connaître bien le pays. Et donc, je me suis dit, bah voilà, tente maintenant que tu as ta configuration qui est un peu prête sur ton ordinateur avec ce fond de carte et cet outil, la Photoshop, etc. Tente, vois si ça passe ou pas. Et donc j'ai commencé en effet à essayer de dessiner les États-Unis, l'Afrique, l'Italie, voilà, qui ont des formes extrêmement reconnaissables, l'Espagne, l'Australie. Et en effet, bah, j'ai pu à chaque fois trouver des tracés qui passaient plutôt bien, avec évidemment des distances du coup plus faibles pour pouvoir en faire plus des sorties et pas que ce soit voilà, un vrai défi marathon. Et donc, en effet, j'ai fait peut-être 5-6 pays que j'ai essayé de faire un moment pendant quelques semaines. J'en ai fait un par semaine. Donc, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait l'Australie, j'ai fait l'Afrique avec Madagascar. Donc, cette fois-ci, je me disais, allez, on va faire Madagascar avec. L'Italie également, l'Espagne. Et je crois que c'est tout pour l'instant, ce qui était déjà bien sympa. Et j'en ai d'autres du coup dans les tuyaux, mais qui sont plus durs. J'ai essayé à plusieurs reprises, par exemple l'Angleterre, et pour le coup c'est très compliqué. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à caler un tracé suffisamment efficace en fait, parce que l'idée c'est que ce soit le plus réaliste possible. Donc voilà, je ne m'avoue pas vaincu, mais c'était ouais, c'est vraiment des défis sympas à faire.
Alors moi, je pourrais t'inviter à venir dans la région, à côté d'Orléans. Il y a que des champs, donc là tu peux poser ta carte. On passe à travers les champs, les chemins, les routes, et là ça devrait pas poser de soucis pour faire le tracé. Il n'y a pas toutes les habitations, toutes les constructions parisiennes en tout cas. Ouais, bah, écoute, ça serait bien, bien marrant, bien sympa. Sachant qu'il y a je vous invite à regarder sur Instagram notamment Stravart ou autre. Il y a des gens en effet, parfois dans des déserts ou dans des grandes étendues comme ça, sans aucun obstacle, qui ont fait des dessins absolument hallucinants. On dirait presque des portraits à la peinture ou au crayon sur des thèmes de Star Wars, parfois de personnages. C'est assez bluffant. Est-ce que tu sais si des personnes t'ont repris ce tracé pour peut-être faire cette balade parisienne d'une quarantaine de kilomètres? Ouais, c'était amusant parce que du coup, quelques personnes en effet m'ont repris, quelques-uns en courant, avec parfois même des rythmes vraiment des beaux scores, des parcours en moins de 4 heures, voire en moins de 3h45, pause compris. Et puis en vélo aussi, j'ai eu deux trois personnes qui m'avaient tagué après. Donc j'ai trouvé ça voilà sympa, c'était un bon clin d'œil. Et, euh, et moi j'ai fait ça, j'allais dire pour ça, peut-être pas pour ça, mais dans mon idée, vraiment, c'est du partage aussi. Donc, je suis pas du tout, j'ai aucun sentiment d'appartenance avec ces parcours. Là, je les partage. Je les avais même mis sur un site internet libre d'accès, les fichiers GPX. Voilà, si ça peut servir aux gens, voilà, si ça peut leur permettre de courir, de se faire du bien et de faire du sport, tant mieux. Donc c'était super. Alors j'en avais parlé avec Guillaume Artus qui sur Paris, alors ça doit être début janvier, lui il fait le tour donc avec une trace comme ça GPS mais de tous les arrondissements. Donc il passe vraiment tout autour des arrondissements et ils font ça je pense de nuit en plus. Donc c'est une découverte de la vie parisienne nocturne mais en faisant là le contour de l'ensemble des arrondissements. Donc là c'est peut-être une autre paire de manches. Ah ouais, j'avoue que j'étais pas au courant, mais je trouve ça top comme idée. Je trouve ça vraiment super. Il y en a qui font alors je sais plus combien il y en a, mais les tours des ponts dans Paris. Donc ils partent d'un côté de Paris et ils disent qu'à chaque pont ils traversent. Et donc sur le tracé final, ça fait plein de petits serpentins le long des ponts. Enfin voilà, il y a plein d'idées à faire évidemment dans Paris. Il y a le tour de Paris aussi qui est assez Le tour du sympa. périph', ouais, c'est ce que j'allais te dire. Voilà, enfin le tour de Paris, Ouais, on va dire intramuros. Intramuros, exactement, qui est quand même un bon tracé aussi, mais voilà, qui est sympa. On voit plein de quartiers différents, plein d'ambiances différentes. Ça reste évidemment du bitume et encore une fois, la nature reste limitée, mais en tout cas en termes de défis, on a quand même un champ des possibles qui est assez large. Donc là, on va abandonner le bitume parisien pour revenir là où tu es actuellement, lors de l'enregistrement, c'est-à-dire Chamonix. Comment tu as abordé donc ce marathon du Mont Blanc, là 42 kilomètres, mais avec beaucoup plus de dénivelé que le marathon parisien. Ça a nécessité combien de préparation après justement cette blessure sur le Mont Ventoux? Tu es en forme? Comment tu te sens là? Écoute, ça a été un peu particulier, enfin ça a été même très particulier comme préparation puisque je dirais qu'elle a commencé, je m'étais dit que lors du marathon de Paris, donc que j'ai fait avec cet ami il y a quelques mois, ça me servirait de un peu de rampe de lancement avec un peu de volume, donc je m'étais quand même un peu entraîné pour faire ce marathon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à ce marathon de Paris, j'ai intensifié un petit peu la préparation, donc avec plus de sorties, plus de volume. Je pense avec le recul, du coup, trop fortement. Et donc j'ai eu une tendinite qui s'est déclarée sur la même cheville à droite toujours, qui m'a un peu, ouais, qui m'a gêné, qui m'a handicapé parce que des douleurs de sorte de brûlure, enfin une tendinite. Et donc j'ai dû m'arrêter de courir pendant quelques semaines. Il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 mois. Et donc en fait là, la préparation finalement pour ce marathon du Mont Blanc a été extrêmement courte et avec finalement peu de volume, très peu de dénivelé. Mais ce que j'ai en tête en fait et ce que j'avais en tête de toute façon, c'est que cette course-là était en quelque sorte un peu une découverte ou une répétition, ou, voilà, une rampe de lancement pour la CCC, donc que je vais faire fin août, qui est vraiment voilà mon objectif de l'année ou de l'été. Et donc mon objectif premier pour dimanche, c'est de surtout ne pas me reblesser. Et donc
j'ai peu d'ambition sur le chrono. Alors évidemment, rester dans les barrières horaires et essayer de rester dans mon niveau un peu standard. Mais voilà, j'ai trop de la hantise de revivre un trail du Ventoux et de me casser quelque chose au milieu donc je vais vraiment faire attention parce que ouais, j'ai eu un volume assez faible. J'ai vraiment focalisé mon attention sur du renforcement, sur presque un peu de musculation pour essayer d'arriver un peu costaud en tout cas et faire attention à mes chevilles. Mais voilà, je sais que je suis pas dans ma meilleure forme de manière globale. Donc ces chevilles, c'est ta hantise, c'est-à-dire que là, sur un plan mental, il va falloir essayer de peut-être évacuer cette appréhension. Comment tu l'as peut-être déjà travaillé? Est-ce que tu es accompagné sur un plan mental ou est-ce que tu as peut-être ta façon de faire pour mettre un petit peu de côté ces descentes qui sont, bah, on le sait, toujours un petit peu difficiles. Ce qu'on disait en off, hein, quand on n'a pas forcément le pied, et je l'ai vécu moi sur la Tulle-Brive, bah, une pierre, un moment d'inattention avec la fatigue, on se retrouve vite en difficulté. Donc, comment tu l'as travaillé, si tu as peut-être déjà anticipé ces questionnements-là? Ouais, ben en effet, je l'ai anticipé. Le mental, de manière globale, c'est un sujet qui m'intéresse énormément dans la course à pied. Donc, je lis beaucoup de choses, j'entraîne mon mental sur les sorties, je fais beaucoup de visualisation, je m'auto-encourage. Enfin, j'essaie de prendre des petites astuces où je peux. Et là, j'ai la chance en effet de me faire accompagner par une coach mentale, une préparatrice mentale, dans le cadre en fait d'un accompagnement qu'elle fait, puisque c'est une personne qui se forme, qui suit une formation actuellement de coach mental, préparatrice mentale. Et donc, elle cherchait des athlètes à encadrer, en tout cas, à accompagner dans leurs objectifs. Et donc, il y a cette mise en relation, cette rencontre qui s'est faite. Et donc, je l'ai vu quelques fois là avant la course. Et c'est vrai que ça m'aide et ça m'a pas mal aidé à me préparer. Et donc, j'ai quasiment en fait plus d'appréhension, tu vois. En tout cas, je mets pas de focus sur mes chevilles. Je sais qu'il va falloir que je fasse attention, mais je mets plutôt mon focus sur, finir la course dans un bon état, me projeter et essayer de profiter quand même de ce moment parce que, je sais, je reconnais que c'est une vraie chance, tu vois, d'être là ce week-end et de pouvoir en profiter à tous les niveaux, quoi. Et dans le dépassement de soi, parce que c'est un mot qui est revenu également dans ta présentation tout à l'heure, Laurent, ça se traduirait par quoi? Jusqu'où tu penses pouvoir aller et quel serait finalement, après ce marathon du Mont Blanc, après avoir déjà expérimenté donc le marathon sur route, la CCC, ou est-ce que tu vises peut-être encore d'autres courses un petit peu plus longues, sans être, tu le disais, dans la surenchère au kilomètre, parce que on voit souvent des gens qui brûlent un petit peu les étapes en voulant faire du très très long. On sent dans ta personnalité quelqu'un d'assez posé, d'assez réfléchi, qui ne va pas faire les choses n'importe comment. Alors, quels seront tes futurs jalons après ces échéances de l'été 2022? Ouais, c'est un sujet, enfin, c'est un très bon sujet, c'est un très bon point, comme tu dis, la course à l'après. Là aussi, je pense que j'ai pas mal évolué, tu vois, au fur et à mesure de ma pratique. Euh, je pense que j'avais tendance avant à être beaucoup plus justement dans ok, c'est quoi le défi d'après? Là, tu as fait un marathon, maintenant, faut aller chercher un 60, puis un 100, puis un UTMB. J'ai quand même évidemment dans le coin de ma tête le rêve ou l'envie un jour de faire l'UTMB parce que je pense qu'en France c'est quand même quand on aime le trail, une course un peu de référence, une des courses de référence en tout cas. Mais comme tu dis, c'est pas anodin, c'est une distance, une très grosse distance, hein, 170 km, 176 km même, avec 10 000 mètres de dénivelé. Donc c'est pas, voilà, on se lance pas sur l'UTMB, même en fait, même avec une prépa, c'est pour moi, c'est vraiment un aboutissement de l'UTMB, donc ça se prépare en plusieurs années. Et je pense que ce sera, tu vois, mon rêve ou mon projet ultime, en tout cas en termes de taille d'événement, de taille de course, ce qui est déjà évidemment énorme. Là, je suis plutôt en effet pas forcément maintenant, j'ai un peu évolué dans la recherche de la taille d'après en allant toujours plus haut, mais en effet plus dans la recherche de l'expérimentation du dépassement de soi sur une course. Euh,
j'ai vécu ça, on en parlait sur la Saint-Élion, qui a été donc mon premier trail de nuit. Et depuis, je revis ça et je trouve que c'est, enfin en tout cas moi, c'est seul dans les trails que j'arrive à vivre ce type de sensation où en fait, je me transcende, je sens que je suis que mon corps évidemment souffre parce que on souffre sur une course, c'est pas anodin de plus de 40 km avec du dénivelé et que du coup tu arrives à déployer à mettre ton mental, tu vois, à te servir de ton mental et à te montrer que ton mental est plus fort entre guillemets que ton corps ou en tout cas qui peut t'aider à dépasser les douleurs physiques. Et je sais pas, je trouve que c'est une forme d'accomplissement. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en retire beaucoup de satisfaction. Et donc, aujourd'hui, je suis plus dans cette recherche-là quand quand je prévois une course. Et tu vois, ce week-end, c'est aussi pour ça que je suis hyper content d'être là, même si je sais qu'en termes physiques, je suis pas à 100% de mes capacités parce que je me dis que je vais justement pouvoir encore plus m'appuyer sur mon mental et que tout ça va faire une super course et un super événement et que même si je suis pas au top de ma forme, encore une fois le chrono sera ce qui sera, mais tant que je me suis accompli et que je me suis dépassé, je serai content et je serai fier de moi, tu vois. Alors, ce marathon du Mont Blanc, c'est pas quelque chose d'anodin, puisque si on remonte 20 ans en arrière, c'était une des toutes premières expérimentations du trail long à l'époque, et un de mes invités, Éric Lacroix en personne, l'a gagné. Et ce qu'il disait, c'est que ça représentait quand même quelque chose d'immense à l'époque, de se dire, je vais courir 42 km en montagne. Aujourd'hui, pour des trailers qui sont aguerris, dire je fais un 42 km, c'est... je vais peut-être pas faire une bonne comparaison, mais c'est un 5 km sur route, quoi. Donc, c'est vraiment la petite distance. Ouais, alors ça fait vachement écho ce que tu dis à des discussions que j'ai eues cette semaine et qui du coup me faisaient m'amuser en tout cas. C'est avec au fur et à mesure des courses et en ayant cette perspective moi de la CCC qui est donc un 100 km là cet été, j'ai plus la sensation. Alors en fait, en effet, moi, ce 42 km me paraît pas énormissime. C'est une grosse distance évidemment, mais quand j'en parle en fait autour de moi, en effet, à des amis qui courent moins, peu ou pas, en effet, me disent que c'est absolument énorme, ce qui est le cas en soi. Hein, ça reste un marathon avec du dénivelé, mais là aussi, je pense que c'est aussi un conditionnement aussi peut-être mental, tu vois, que tu fais au fur et à mesure. Voilà, j'ai pas l'impression de partir sur un défi, tu vois, hors du commun, hors norme. Peut-être parce que j'ai fait quelques trails plus longs avant, mais tu relativises en tout cas au fur et à mesure de ta pratique et des distances que tu fais, je trouve, et ce qui je pense aide encore une fois parce que je sais que je vais quand même terminer et franchir la ligne avec encore une fois les jambes coupées, avec en étant pas extrêmement bien, mais j'espère heureux de ma course. Avec une vie de papa, un emploi du temps donc bien chargé. Sur le plan alimentaire, sur le plan du sommeil, comment tu l'as travaillé? Parce que c'est des facteurs qui sont quand même assez importants. Est-ce que tu accordes une importance à cette alimentation, à ce sommeil? Tu disais te coucher plus tôt de bonne heure pour pouvoir sortir tôt le matin. Ça se travaille sur le long terme, on va dire. Ouais, exactement. Ça, c'est pareil, quelque chose qui a pas mal évolué, que j'ai travaillé depuis, je dirais presque plusieurs années. J'ai eu tendance, moi, pendant longtemps, à me coucher tard, voire très tard, pour pas grand-chose en plus, scotché devant la télé, devant souvent des bêtises, et à pas voir l'heure passer, et à me rendre compte qu'il est 1 heure, parfois 2 heures du matin. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me rendais compte que logiquement, j'ai quelqu'un qui a quand même plutôt besoin de sommeil, que le lendemain, en fait, j'étais pas bien, j'étais souvent de mauvaise humeur, moins productif à mon boulot, moins patient en famille avec les enfants, et quand je partais courir, fréquence cardiaque moyenne qui était beaucoup plus haute, voilà, moins d'envie, etc. Et donc, en essayant, en tout cas, en faisant des efforts pour me coucher plus tôt, j'ai vu un vrai changement de motivation, de dynamique, etc. Donc, ça a impacté
impacté tous les pans finalement de ma vie. Et donc ça a été un des changements, c'est qu'aujourd'hui, en effet, je me couche globalement plus tôt. J'ai une femme qui se couche elle aussi tôt et qui aime bien dormir, donc ça m'aide et ça me motive également. Et les enfants qui dorment bien, pour pas Et les enfants perturber qui le sommeil. dorment bien. Ça, c'est une chance aussi qu'on a, sur laquelle on a peut-être aussi travaillé, mais en tout cas, voilà, on a la chance d'avoir 4 enfants qui dorment bien la nuit. Et donc voilà, ça c'est un pilier aujourd'hui que je trouve hyper important et sur lequel je pense que je reviendrai pas parce que ça m'aide bien. Je suis quelqu'un qui dort plutôt bien, tu vois, les veilles de course ou autre, j'ai pas trop de stress, voilà, d'endormissement ou autre. Donc je trouve que ça m'aide. Et sur le deuxième pilier de l'alimentation, là aussi, je pense que j'ai pas mal évolué. J'étais quelqu'un qui regardait pas trop. J'ai la chance peut-être d'avoir un corps, une condition physique qui est pas trop impactée par l'alimentation. J'ai jamais trop grossi, j'ai jamais trop maigri non plus, mais voilà, j'ai une condition physique qui est plutôt sympa. Mais je faisais pas trop attention. Je mangeais des burgers, je mangeais voilà un peu de tout. Et là aussi, je commence maintenant à plus faire attention et plus m'intéresser à ça. Alors, j'y connais pas encore grand-chose, mais tu vois, là, ces derniers mois, justement, je me suis dit que j'allais commencer un peu à me renseigner là-dessus. Je veux pas que ça devienne entre guillemets une contrainte à devoir faire telle course, aller chercher telle viande, tel riz, tel machin. Mais je me dis que je vois tellement autour de moi de personnes qui font un peu attention et qui ont des vrais résultats que je me dis si ça peut être une des composantes, tu vois, d'être bien et de bien vivre les courses sans aller chercher encore une fois toujours la performance, parce que je sais que maintenant que mon niveau à mon âge, tu vois, aura pas tendance à augmenter énormément, d'être bien, voilà, d'être bien dans son corps et d'être bien dans ses courses. Donc ouais, l'alimentation, je pense que je vais continuer un peu à travailler dessus. Donc, fin prêt, le sac est bien chargé pour ce départ dimanche pour ces 42 km autour du Mont Blanc. Tu as déjà récupéré ton dossard peut-être ou pas encore? Non, je le récupère demain matin. Samedi et bien prêt. On n'en a pas parlé. Moi, j'ai la chance en fait depuis un mois d'avoir été sélectionné dans une équipe qui a été faite par deux marques, une grande marque qui fait beaucoup d'équipements pour les trailers, pour l'alpinisme, le ski, etc. Qui est voilà une marque avec vraiment du bon matériel que j'aime beaucoup depuis pas mal d'années. Et cette marque s'est associée avec un magasin spécialisé dans le running également. Et donc ils ont constitué une équipe d'amateurs, de coureurs amateurs, pour pas dire donc professionnels. On est 4, 2 garçons, 2 filles, et donc on s'est retrouvés ici à Chamonix avec eux, et donc voilà, il y a tout un accompagnement. Demain, on a une journée assez sympa avec eux, avec un déjeuner avec des athlètes de la marque. Enfin voilà, il y a évidemment, ça participe aussi à l'ambiance de course. Et on a ce matériel qu'ils nous ont offert. Donc c'est vraiment hyper sympa de pouvoir participer aussi à ce type d'aventure, ce type d'événement avec eux. Et donc dimanche, ils vont aussi nous suivre, nous encourager pour cette course. Donc ça ajoute un petit peu d'excitation et de motivation pour la course. Donc une épreuve en solo, mais avec un esprit de groupe et le partage. Ça, je pense que tu apprécies également. Ouais, exactement. C'est exactement ça. T'as tout résumé. On est 2 garçons, 2 filles avec des niveaux plus ou moins différents, mais globalement, je pense qu'on a des profils plus ou moins similaires. Et voilà, on s'entend bien. L'idée est vraiment de s'encourager les uns les autres, de se suivre. Donc ça fait partie pour moi vraiment des piliers de ce sport et que je trouve top. Et là, c'est une des différences, tu vois, que j'ai remarqué entre le running et le trail. Alors évidemment, les conditions sont pas les mêmes. Sur un marathon, t'es des dizaines de milliers de personnes, donc t'as moins de proximité forcément avec les gens. Mais sur trail, j'ai tout de suite adoré l'esprit qu'il y a d'entraide. Tu vois, tu passes pas à côté de quelqu'un. Souvent, c'est assez étiré, donc tu peux courir parfois seul pendant quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes. Et donc, dès que quelqu'un te dépasse, ou toi tu dépasses quelqu'un, il y a toujours un petit mot d'encouragement. On se demande si ça va. Enfin, voilà, je trouve que ça fait partie des super côtés de ce sport, et moi ça me touche et ça me plaît d'autant plus. Alors, dans le partage, Laurent, tu as
mis en place aussi un podcast. Donc, on fait partie de la même tribu des podcasteurs runners ou des podcast runners. C'était aussi cette envie d'inviter, de partager, de découvrir des athlètes comme je peux le faire avec également soit des champions, des personnes un petit peu plus anonymes, comme je me considère, un coureur un petit peu lambda. Comment t'es venue l'idée et est-ce que tu as envie peut-être de le remettre en place parce que c'était un petit peu en sommeil, mais je pense que tu as un emploi du temps qui est suffisamment chargé et qui ne te permettait peut-être pas d'être aussi productif. Ouais, exactement. L'idée m'est venue au cours des échanges, en effet, que j'ai pu avoir, tu vois, sur des courses, le fait de rencontrer d'autres coureurs, comme tu dis, soit anonymes, lambda, soit des élites. Je me suis rendu compte que, notamment, alors surtout peut-être les élites étaient en fait hyper accessibles, souvent humbles, voilà, des gens qui aiment aussi partager. Et donc j'ai adoré cet esprit. Et et puis, il y a évidemment les podcasts. Alors c'est pas une mode parce que ça s'est bien installé, mais je trouve que c'est un média qui est hyper intéressant parce qu'il est facilement accessible et voilà, les gens consomment des podcasts dans plein d'occasions différentes. Quand on aime le running, souvent quand on parcourir, c'est un moyen facile de prendre avec soi une paire d'écouteurs et d'écouter des podcasts. Et donc voilà, l'idée m'est venue un petit peu comme ça. J'étais moi-même adepte de plusieurs podcasts, dont le tien que j'écoutais et je trouvais ça voilà top comme format. Et donc avec cette passion de la course à pied, je me suis dit voilà, essaye de trouver, alors ce qui était pas facile, essaye de trouver finalement un créneau parce que je trouve que encore une fois des podcasts comme toi, il y a tu vois des formats et donc l'idée c'était d'essayer de trouver un format qui s'adaptait, qui rentrait sans forcément copier, en tout cas refaire exactement ce qui existait. Et en fait, j'ai toujours trouvé dans les courses, l'idée m'est venue comme ça, que les ravitaillements étaient un moment assez spécifique, assez spécial, parce que une course, euh, on est dans un rythme continu et donc voilà, on est à fond. Et en fait, on a l'impression que le temps s'arrête un petit peu pendant un ravitaillement et que du coup, tout le monde est un peu à la même enseigne à ce moment-là. Alors les élites souvent passent beaucoup moins de temps, donc ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, mais même un élite, tu vois, peut se retrouver finalement à manger une cacahuète et à boire un verre d'eau à côté j'allais dire, du dernier de la course, en tout cas à côté d'un coureur très lambda. Et donc, cette espèce d'harmonie m'a donné l'idée de lancer ce podcast que j'ai voulu appeler donc Ravito, pour parler, pour sortir un peu des courses et donc parler finalement d'autres sujets, tu vois, de la vie de ces personnes. Et donc en effet, j'ai commencé et après, honnêtement, par manque de temps, avec mon emploi du temps en effet assez chargé, j'ai pas pu garder un rythme parce que c'est ce que je trouve intéressant dans les podcasts qu'on peut trouver, c'est qu'il y a un rythme et voilà, il faut tenir le rythme. Et donc aujourd'hui, en effet, il est assez, il est en pause et j'ai voulu un peu me réinventer. Je me suis dit, si tu le relances, essaye de trouver vraiment une ligne éditoriale, voilà, différente. Et donc là, voilà, je crois que je tiens maintenant une idée sur en fait le type d'invité que j'aurai qui changera du coup pas mal. Et donc voilà, j'espère pouvoir le relancer pour de bon à la rentrée là en septembre après l'été. Parce que je trouve que c'est encore une fois un super format d'échange et pour les gens également. Alors, Laurent, sur quel réseau les auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent peut-être suivre tes performances en trail, suivre les futures traces GPS que tu pourras réaliser, ou peut-être suivre l'évolution donc du Ravito podcast. Je te laisse donner tous les liens. Ouais, c'est sympa. J'utilise pas mal, j'aime bien en fait Instagram parce que je trouve que le partage de photos, j'aime bien la photo et je trouve que voilà, Instagram est assez simple pour échanger. Donc j'utilise beaucoup mon compte Instagram qui est Laurent_Tillet, tout simplement. Donc mon prénom _ mon nom de famille, Tillet. Et j'ai un compte que je réactiverai du coup pour le podcast qui est ravito.podcast sur Instagram également. Et donc, vous pourrez retrouver en effet les futurs épisodes dessus. Et mes cartes GPX sont publiées sur mon compte Instagram. Et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous voulez que je vous envoie les tracés. Ce sera vraiment avec plaisir. Je trouve ça toujours sympa de voir d'autres personnes qui s'amusent à faire ces pays.
Eh bien, merci Laurent pour cet éclairage sur cette pratique du run drawing et sur ton profil de coureur, sur ce qui t'attend donc dans quelques heures maintenant. Hein. Va pas falloir aller se coucher trop tard. Il est déjà 22 heures à l'heure où on finit cet enregistrement. Donc, allez, on conclut rapidement et puis au lit pour avoir une bonne nuit et être frais pour le départ donc dimanche matin donc de ce marathon du Mont Blanc, 42 km. Ça va faire une jolie trace là aussi. Ouais. Écoute, ça va être sympa. Je vais découvrir d'autres villages, un col. Enfin, ouais, j'ai hâte de vivre cette aventure parce que encore une fois, je connais pas bien ce coin. Donc, ça va être vraiment une super aventure. J'ai hâte de la vivre. Et écoute, merci à toi surtout de ton invitation et de cet échange. J'ai trouvé, voilà, je trouve ça toujours top de parler de cette passion et d'échanger avec des gens également passionnés et passionnants. Et merci pour ton podcast parce que parole d'auditeur, je trouve voilà tes invités toujours hyper inspirants et tu as une variété d'invités qui est hyper intéressante. Donc longue vie à ton podcast également et à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Eh bien, merci Laurent. Et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.